On dit souvent que l'art de la guerre de Sun Tzu est un traité sur la stratégie militaire, sur les tactiques de combat, sur la manière de vaincre l'ennemi au champ de bataille. En réalité, si vous lisez attentivement les 13 chapitres de Sun Tzu, vous constatez quelque chose de troublant. Sun Tzu parle très peu de batailles. Il mentionne rarement les affrontements directs. Il ne décrit presque jamais les formations de troupes ou les techniques de combat. Ce qui obsède Sun Tzu, ce qui traverse l'ensemble de son texte, ce n'est pas comment gagner un combat. C'est comment ne pas le perdre économiquement. Sun Tzu a compris, avant les empires modernes, que la guerre n'est pas un problème militaire. C'est un problème de coût, un problème de soutenabilité, un problème de durée. Et que l'effondrement des États ne vient pas de la défaite au combat, mais de l'épuisement financier provoqué par la guerre elle-même. Bonjour, je suis analyste des coûts de la guerre et des structures de pouvoir depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, nous allons examiner pourquoi Sun Tzu n'a jamais parlé de bataille, mais de coûts. Ce qui est fascinant, c'est que cette lecture économique de Sun Tzu reste largement ignorée. On continue de lire l'art de la guerre comme un manuel tactique. On cite des phrases célèbres sur la ruse, sur la connaissance de l'ennemi, sur l'importance du terrain. Mais on oublie que le premier chapitre de Sun Tzu, celui qui pose le cadre de tout le reste, s'intitule « Estimation initiale ». Et ces estimations ne concernent pas les forces militaires. Elles concernent les ressources, les dépenses, la capacité de l'État à soutenir financièrement une guerre. Sun Tzu raisonne en flux, pas en exploit. Il pense en soutenabilité, pas en héroïsme. Et c'est précisément cette dimension économique qui explique pourquoi les empires s'effondrent bien avant d'être militairement vaincus. La guerre, pour Sun Tzu, n'est pas un événement. C'est un processus économique prolongé. C'est une activité qui mobilise des ressources considérables pendant des mois, des années, parfois des décennies. Quand un État entre en guerre, il ne mobilise pas seulement des soldats, il mobilise des chariots, des chevaux, des armes, des provisions, des artisans, des administrateurs. Il doit nourrir une armée en campagne, il doit transporter des vivres sur des centaines de kilomètres, il doit payer des soldes, entretenir des équipements, remplacer les pertes. Tout cela coûte, et le coût augmente de manière exponentielle avec la durée. Sun Tzu l'écrit explicitement dès le 2e chapitre, une guerre qui dure épuise les ressources de l'État. 1000 pièces d'or par jour, dit-il, pour une armée de 100 000 hommes. C'est une estimation, probablement symbolique, mais elle révèle ce qui préoccupe Sun Tzu. Le coût quotidien, cumulé, inévitable. À ce stade, la guerre cesse d'être stratégique et devient budgétaire. Ce qui intéresse Sun Tzu, ce n'est pas la gloire de la victoire, c'est la viabilité économique de l'action militaire. Il distingue très clairement entre gagner une bataille et gagner une guerre de manière soutenable. Une bataille peut être gagnée par la ruse, par la surprise, par la supériorité tactique, mais une guerre ne peut être gagnée que si l'État peut supporter les coûts jusqu'à la soumission de l'ennemi. Et Sun Tzu sait que, le plus souvent, c'est impossible. Les ressources de l'État ne sont pas infinies. Les paysans doivent cultiver les terres. Les artisans doivent produire. Les marchands doivent commercer. Quand une guerre dure, ces activités productives sont interrompues. Les hommes sont mobilisés. Les champs sont abandonnés. Les routes commerciales sont coupées. L'économie se contracte. Les revenus de l'État diminuent au moment même où les dépenses explosent. C'est une spirale. Et Sun Tzu veut à tout prix éviter cette spirale. C'est pourquoi Sun Tzu insiste tant sur la rapidité. Non pas la rapidité tactique, au sens militaire du terme, mais la rapidité stratégique. Terminer la guerre le plus vite possible. Éviter les sièges prolongés. Ne jamais laisser une campagne s'éterniser. Parce que chaque jour supplémentaire de guerre est un jour supplémentaire de dépenses. Chaque mois de plus épuise davantage les ressources. Sun Tzu écrit « Quand vous levez une armée de 100 000 hommes et que vous les menez sur 1000 lits, les dépenses des familles et les revenus de l'État s'épuisent. Ce n'est pas une métaphore. C'est une analyse économique précise. La guerre immobilise des ressources qui pourraient être productives. Elle détruit la capacité de l'État à générer des revenus. Le véritable champ de bataille n'est plus militaire, mais financier. Si vous souhaitez continuer à explorer la guerre comme phénomène économique et comprendre comment les coûts détruisent les empires bien avant la défaite militaire,
abonnez-vous maintenant à cette chaîne et activez les notifications. Sun Tzu propose une stratégie pour éviter ces coups. Subjuguer l'ennemi sans combattre. Cette phrase est célèbre, mais elle est souvent mal comprise. On croit que Sun Tzu parle de ruse, de diplomatie, de manipulation psychologique. En réalité, Sun Tzu parle d'économie. Subjuguer l'ennemi sans combattre signifie éviter les coups du combat. Parce que le combat, même victorieux, coûte. Les soldats meurent. Les équipements sont détruits. Les provisions sont consommées. Même une victoire rapide génère des coûts. Et ces coûts s'accumulent. Une armée qui gagne 10 batailles a subi 10 fois des pertes, 10 fois des dépenses, 10 fois des destructions. Sun Tzu préfère obtenir la soumission de l'ennemi par la menace, par la manœuvre, par l'isolement diplomatique. Non par vertu morale, mais par calcul économique. Chaque victoire augmente ici le coût futur de l'Empire. Sun Tzu critique également les sièges. Un siège est l'exemple parfait de ce que Sun Tzu veut éviter. Un siège peut durer des mois, voire des années. Pendant ce temps, l'armée assiégeante doit rester sur place. Elle consomme des provisions, elle doit être approvisionnée continuellement, les soldats tombent malades, le moral se dégrade, les équipements se détériorent. Tout cela sans résultat immédiat. Un siège est une guerre d'usure économique. Et dans une guerre d'usure, les deux camps s'épuisent. Sun Tzu écrit que si vous assiégez une ville, vous devez construire des machines de siège, ce qui prend 3 mois, puis vous devez attendre que les défenseurs s'épuisent, ce qui prend encore 3 mois. 6 mois de dépenses pour prendre une seule ville. Et pendant ce temps, votre propre État s'affaiblit. Sun Tzu conclut: les sièges prolongés affaiblissent l'armée et épuisent les ressources. C'est un constat comptable, pas une observation tactique. Ce que Sun Tzu cherche réellement à éviter, c'est l'allongement des conflits. Plus une guerre dure, plus elle devient insoutenable. L'histoire impériale le confirme de manière récurrente. Prenons l'exemple de Rome. Rome a gagné presque toutes ses guerres pendant des siècles. Mais ces guerres, même victorieuses, ont progressivement épuisé l'économie romaine. Les guerres puniques contre Carthage, au IIIe et IIe siècle avant Jésus-Christ, ont duré des décennies. Rome a gagné, Carthage a été détruite, mais Rome a dû mobiliser des ressources colossales. Des centaines de milliers de soldats, des flottes entières, des campagnes en Afrique, en Espagne, en Italie. Le coût humain et matériel a été immense. Après la victoire, Rome contrôle la Méditerranée occidentale. Mais l'Italie est dévastée. Les petites propriétés agricoles qui formaient la base de l'économie romaine ont été abandonnées. Les paysans ont été mobilisés pendant des années et ne sont pas revenus ou sont revenus ruinés. Les grandes propriétés des sénateurs se sont étendues, utilisant des esclaves capturés pendant les guerres. L'économie romaine a été transformée structurellement par le coût de la victoire. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Rome est engagée dans des guerres continues. Guerre civile, guerre contre les Parthes en Orient, guerre en Gaule, guerre en Germanie. Chaque guerre rapporte du butin, des esclaves, des territoires. Mais chaque guerre coûte. Les légions doivent être payées, les vétérans doivent recevoir des terres, les provinces conquises doivent être administrées, ce qui nécessite des garnisons permanentes. Au IIe siècle après Jésus-Christ, Rome est à son apogée territorial. Mais les dépenses militaires représentent probablement 60 à 70% du budget impérial. Rome ne peut plus s'étendre sans augmenter les coûts au-delà de ce que l'économie peut supporter. Au IIIe siècle, les guerres continues contre les Germains et les Parthes épuisent le trésor. Les empereurs dévaluent la monnaie pour payer les armées. L'inflation explose, l'économie s'effondre partiellement, Rome n'a pas été vaincue militairement au IIIe siècle, elle s'est épuisée économiquement. L'Espagne des Habsbourg au VIe et XVIIe siècle offre un autre exemple frappant. L'Espagne reçoit des quantités colossales d'or et d'argent des Amériques. Entre 1500 et 1650, environ 6000 tonnes d'argent arrivent en Espagne. On pourrait penser que cette richesse rend l'Espagne invincible. En réalité, l'Espagne s'engage dans des guerres continues en Europe, contre la France, contre l'Angleterre, contre les Provinces-Unies, contre l'Empire ottoman. Ces guerres coûtent une fortune. L'Espagne doit maintenir des armées permanentes aux Pays-Bas, en Italie, en Afrique du Nord. Elle doit financer des flottes. Elle doit payer des mercenaires.
Les revenus de l'argent américain sont hypothéqués avant même d'arriver. La couronne espagnole emprunte massivement auprès des banquiers génois et allemands en garantissant les prêts par les revenus futurs de l'argent. Quand l'argent arrive, il est immédiatement transféré aux créanciers. L'Espagne fait faillite sur sa dette publique à répétition. 1557, 1560, 1575, 1607, chaque faillite détruit la confiance des créanciers et rend les emprunts futurs plus coûteux. Au XVIIe siècle, environ 60 à 70% des revenus de la couronne espagnole servent à payer les intérêts de la dette contractée pour financer les guerres passées. L'Espagne ne peut plus financer de nouvelles guerres. Elle doit abandonner progressivement ses territoires, non par défaite militaire, mais par épuisement financier. Sun Tzu aurait parfaitement compris ce processus. La Première Guerre mondiale est probablement l'exemple le plus clair de ce que Sun Tzu voulait éviter. Une guerre qui dure 4 ans. Une guerre d'usure totale. Les grandes puissances européennes, France, Allemagne, Autriche-Hongrie, Russie, Royaume-Uni, s'engagent en 1914 avec l'idée que la guerre sera courte, quelques mois au maximum. Tous croient que leur économie peut supporter une guerre brève. Mais la guerre s'enlise. Les fronts se stabilisent. Les tranchées s'installent. La guerre devient une consommation industrielle de ressources, obus, munitions, armes, uniformes, nourriture, tout doit être produit en quantité colossale et transporté au front. Les économies des pays belligérants sont entièrement réorientées vers la guerre. Les usines produisent des armes. Les femmes remplacent les hommes dans les champs et les usines. Les États s'endettent massivement. La France emprunte auprès des citoyens et des banques étrangères. L'Allemagne finance la guerre par la création monétaire et les emprunts de guerre. La Russie s'effondre économiquement en 1917. L'inflation explose. Les pénuries se multiplient. Le régime tsariste tombe non par défaite militaire, mais par incapacité à soutenir économiquement la guerre. L'Allemagne tient jusqu'en 1918, mais son économie est exsangue. Le blocus naval britannique a coupé les importations, la population souffre de la faim, l'armée tient militairement, mais l'État s'effondre économiquement. L'armistice de 1918 n'est pas une défaite militaire au sens tactique. C'est une capitulation économique. Sun Tzu raisonne en soutenabilité, pas en héroïsme. Abonnez-vous pour des analyses approfondies qui révèlent les structures invisibles du pouvoir et de la guerre et nous permettent de comprendre pourquoi les empires s'effondrent sous le poids de leur propre victoire. Pourquoi les empires modernes répètent-ils l'erreur que Sun Tzu avait identifiée il y a 2500 ans? Pourquoi continuent-ils d'engager des guerres qu'ils ne peuvent pas soutenir économiquement sur le long terme? Plusieurs facteurs l'expliquent. Premièrement, l'illusion de puissance. Les empires puissants croient que leur richesse leur permet de financer n'importe quelle guerre. Ils voient leurs armées, leurs flottes, leurs arsenaux. Ils constatent leurs revenus actuels. Ils pensent pouvoir soutenir un conflit prolongé. Mais ils sous-estiment systématiquement les coûts réels et la durée réelle. Une guerre qui devait durer 3 mois dure 3 ans. Une guerre qui devait coûter 10 millions coûte 100 millions. Les prévisions initiales sont toujours optimistes. Et quand la guerre commence, il devient politiquement impossible de se retirer sans victoire. L'État s'enfonce dans un conflit qui épuise ses ressources. Deuxièmement, la capacité financière est surestimée. Les États évaluent leur capacité à financer une guerre en fonction de leurs revenus en temps de paix. Mais la guerre transforme l'économie. Les ressources productives sont mobilisées pour la guerre. La production civile diminue. Les revenus fiscaux baissent au moment où les dépenses explosent. Les États doivent alors emprunter, mais l'emprunt a des limites. Les créanciers deviennent méfiants, les taux d'intérêt augmentent, le service de la dette devient insoutenable, l'État entre dans une spirale où il doit emprunter pour payer les intérêts des emprunts précédents. C'est exactement ce que Sun Tzu voulait éviter. Troisièmement, les décisions de guerre sont rationnelles à court terme, mais désastreuses à long terme. Un empereur, un roi, un gouvernement décide d'entrer en guerre pour des raisons qui semblent justifiées à l'instant. Défendre un territoire, prévenir une menace, soutenir un allié, élargir l'influence. Ces raisons peuvent être légitimes, mais elles ne prennent pas en compte le coût cumulé sur des années.
Chaque victoire tactique est célébrée, mais personne ne calcule le coût total. Personne ne se demande si l'État peut supporter 10 ans de guerre, parce qu'à court terme, les victoires masquent les coûts. Ce n'est que des années plus tard, quand le trésor est vide, quand la dette est insupportable, quand l'économie est épuisée, que l'erreur devient évidente. Mais il est trop tard. Quatrièmement, les coûts de la guerre sont largement invisibles à court terme. Les dépenses militaires apparaissent dans les budgets, mais les coûts économiques indirects sont difficiles à mesurer. La perte de production agricole, la réduction du commerce, l'arrêt des investissements, la dépréciation de la monnaie, la fuite des capitaux, tous ces coûts ne sont pas comptabilisés immédiatement, ils s'accumulent. Et ils finissent par détruire la base économique de l'État. Sun Tzu avait compris que la guerre détruit l'économie même victorieuse. Parce que une économie mobilisée pour la guerre ne produit plus pour la paix. Et sans production, il n'y a pas de richesse durable. Peut-on gagner une guerre sans en payer le prix économique? L'histoire suggère que non. Même les guerres victorieuses ont des coûts, même les guerres courtes épuisent des ressources. La question n'est pas de savoir si une guerre coûte, mais si le coût est supportable. Sun Tzu avait compris cela. Il ne cherchait pas à éviter la guerre par pacifisme. Il cherchait à éviter les guerres insoutenables, les guerres longues, les guerres d'usure, les guerres qui épuisent l'État au-delà de sa capacité de récupération. Les empires modernes ont-ils réellement compris Sun Tzu? Probablement pas. Parce que comprendre Sun Tzu nécessite de penser la guerre non comme une série de batailles, mais comme un processus économique. Et cette pensée est difficile. Elle nécessite de renoncer à l'héroïsme, à la gloire, à la puissance apparente. Elle nécessite de voir la guerre pour ce qu'elle est réellement. Une charge financière qui détruit les empires bien avant qu'ils ne soient militairement vaincus.